Bonsoir et bienvenue dans ce 23h à la une de l'actualité ce soir. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a accordé ce vendredi une audience à Mohamed Hayat, expert indépendant des Nations Unies. Ce dernier est allé présenter son dernier rapport sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Jour J-34 avant les 8e Jeux de la francophonie, les préparatifs se poursuivent. Le ministre chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mombe, multiplie les séances de travail avec les différentes commissions. Ce 16 juin marque la journée mondiale des enfants africains, occasion pour les États africains de sensibiliser les populations pour le bien-être des enfants sur le continent. Mais quelle est l'histoire de cette journée instaurée par l'Union africaine? Nous en parlerons dans cette édition. Merci d'être avec nous pour ce tour de l'actualité. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a échangé aujourd'hui avec Mohamed Hayat, expert indépendant des Nations Unies. Il a été question du dernier rapport sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Mahama Traoré, Herman Guivé. Une 6e et dernière mission en Côte d'Ivoire pour Mohamed Hayat. La dernière car le mandat de l'expert indépendant des Nations Unies sur le renforcement des capacités et de la coopération technique avec la Côte d'Ivoire dans le domaine des droits de l'homme arrive à son terme. Ce vendredi, l'expert onusien a rencontré le vice-président Daniel Cablon-Duncan pour lui livrer le contenu de son rapport sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Bien sûr, il y a beaucoup de défis. On sait d'où on est venu. Il ne faut pas oublier que ce pays est passé par des crises qui sont beaucoup de violence qui génèrent donc des tensions intercommunautaires, des tensions entre des gens qui avaient l'habitude de vivre entre eux dans la paix et tout ça, mais pour pouvoir penser tous ces plaies, ce n'est pas une question très simple. Il y a un travail à faire sur la réconciliation, il y a un travail à faire sur la justice, il y a un travail à faire sur le développement. S'estimant honoré d'avoir servi la Côte d'Ivoire, Mohamed Hayat invite les autorités ivoiriennes à accorder un point d'honneur au développement du capital humain. Le développement, ce n'est pas seulement le développement macroéconomique, ce n'est pas seulement le développement économique, comme on dit d'habitude, mais c'est aussi le développement microéconomique, c'est-à-dire le développement humain, de telle sorte que le plus important, finalement, on doit l'investir dans l'ivoirien, dans l'être humain. C'est ça qui peut vraiment faire avancer les choses, parce que c'est un investissement durable. C'est en juin 2014 que Mohamed Hayat a été nommé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies comme expert indépendant des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. Cette dernière mission intervient dans le contexte de la fermeture de la division des droits de l'homme de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI. Après le vice-président ivoirien, l'expert indépendant des Nations Unies sur le renforcement des capacités techniques dans le domaine des droits de l'homme s'est entretenu avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Vous le voyez dans les images, le chef du gouvernement a par la suite reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Rendons-nous dans la ville de Yamoussoukro. Elle abrite depuis hier une rencontre sur l'orpaillage illicite, un cadre de réflexion qui doit déboucher sur une stratégie pour lutter contre les chercheurs d'or clandestins. On prépare à ce conclave le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Mines, Eugène Atoubi. Mobiliser et engager les communautés pour ensemble mettre fin à l'orpaillage illicite. C'est tout l'enjeu du séminaire consacré à cette question d'intérêt national, l'exploitation artisanale de l'or par les clandestins. La mise à mort de cette activité aux conséquences multiples et néfastes requiert le concours de tous, comme plaidé tour à tour par le ministre de l'Industrie et des Mines et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, à l'ouverture du séminaire de Yamoussoukro sur l'orpaillage clandestin. Un plaidoyer touchant sous lequel filtre la gravité de la situation. La recherche du gain facile ne doit pas occulter les effets néfastes et désastreux de l'orpaillage clandestin. Pour atteindre l'objectif du gouvernement, à savoir l'éradication définitive de ces fléaux, le concours de tous
est nécessaire. Nous sommes à ce séminaire pour clarifier les choses, pour que chacun situe les responsabilités des uns et des autres et qu'ensemble, nous ayons un plan de lutte contre l'orpaillage qui soit un plan commun. Sur instruction du gouvernement, les préfets et leurs collaborateurs ont mené plusieurs opérations de déguerpissement des sites d'orpaillage clandestins, des opérations assorties parfois de saisie et destruction de tout l'arsenal des orpailleurs. Mais comme des mouches, ils reviennent pour les recoloniser. L'argument que c'est pour eux un moyen de lutte contre la pauvreté. À ce jour, la situation est alarmante. Plus de 185 sites, dont 142 recolonisés, sont identifiés en Côte d'Ivoire. Pour le gouvernement, le Rubicon est franchi et il faut agir. Nous devions comprendre que vraiment, en laissant les gens agir, nous sommes en train nous-mêmes encore de nous détruire. Les orpailleurs ont trouvé des tuteurs dans les villages. Et lorsque les forces de l'ordre arrivent, ils se réfugient sur les tuteurs. Et dès qu'ils retournent, ils vont recoloniser les sites. Donc il faut faire des études approfondies pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions pour que les actions que le gouvernement mène soient suivies d'effet. Une action qui va exiger l'engagement de tous, au risque de voir les mesures de lutte contre l'orpaillage illicite rester comme bien de séminaire, au stade de recommandation et de résolution intramuros. Nous restons dans la capitale politique ivoirienne pour nous intéresser à l'élaboration de 2 documents stratégiques. Ils vont guider l'action du gouvernement dans les domaines socio-économiques. Pour une meilleure adhésion des populations et partenaires au développement, une rencontre de vulgarisation de ces différentes études prospectives s'est tenue jeudi dernier. Lansine Bakayoko. À travers ces 2 études prospectives, la Côte d'Ivoire envisage de devenir une puissance industrielle ouverte sur le monde. Pour ce faire, le pays entend s'appuyer sur 5 piliers. 1. Du renforcement de la qualité des institutions et de la bonne gouvernance. 2. L'accélération du développement du capital humain et du bien-être social. 3. L'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. 4. Du développement des infrastructures harmonieusement réparties sur le territoire national et la préservation de l'environnement. Et enfin, le renforcement de l'intégration régionale et de la coopération internationale. Traduction. Efficience, efficacité, durabilité, cohésion sociale et égalité des chances sont les principes directeurs à inscrire en lettres d'or au niveau de l'action publique. Cette action publique devrait être orientée vers la transformation de nos matières premières, notamment agricoles, qui restent les principaux leviers d'une véritable croissance économique durable. Il s'agit donc pour le gouvernement d'accélérer les réformes, de faire face avec détermination aux défis majeurs qui subsistent tels que l'emploi des jeunes et l'amélioration des revenus des couches sociales les plus défavorisées. Sur ces chantiers, le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, plaide pour une planification mieux structurée parce que, dit-il, il faut sortir de la dictature de l'urgence et voir loin. Voir loin, c'est essentiel pour avoir une démarche cohérente et c'est également important de pouvoir la partager, cette vision-là, avec des partenaires incontournables du développement d'un pays. De parler des représentants de l'administration déconcentrée et de l'administration désorganisée. Message bien reçu par les élus locaux. Ils s'engagent à impliquer les populations à la base. Nous devons traduire ce plan national de développement en plan régional de développement. Parce que lui, c'est la boussole et c'est à partir de là que nous pouvons tirer ce qu'il faut pour le développement de nos régions. À l'issue de la rencontre, des documents de référence ont été remis aux différentes parties commises à la sensibilisation. Loi des finances et code de transparence dans l'espace communautaire de l'UEMOA. Elle est au cœur d'une formation à Yamoussoukro. Des députés membres de la Commission des affaires économiques et financières sont instruits par la Cour des comptes afin de mieux exploiter et lire les rapports financiers.
Une autre formation, cette fois-ci à l'intention des agents de l'administration publique de plusieurs villes et régions, dont le Poro, le Haut-Sassandra, le Béquet, l'Indénié du Ablin et San Pedro. La formation initiée par la Société nationale de développement informatique vient de s'achever. Elle vient de s'achever dans plusieurs régions, dont le Poro, le Haut-Sassandra et le Béquet. Au total, 12 000 fonctionnaires ont renforcé leur capacité sur l'usage des outils informatiques. Le 8e jeu de la francophonie, c'est dans exactement 34 jours ici à Abidjan. Le comité d'organisation prépare cet événement sportif et culturel. Il mène campagne pour une meilleure mobilisation. Le ministre chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, multiplie les séances de travail avec les différentes commissions. Issa Tchonan, Yeo. Mettre un point d'honneur sur la communication autour des 8e Jeux de la francophonie à 34 jours de l'événement. C'est l'engagement du ministre en charge de ces Jeux, Robert Begré-Mambé. Il a exhorté les membres de la commission communication du CNJF, Comité national des Jeux de la francophonie, et du RTDH, radio-télédiffuseur hôte, à intensifier la promotion de ces Jeux auprès des populations. L'État a dégagé d'importants moyens pour équiper la télévision ivoirienne et la radio ivoirienne d'instruments de très haut de gamme. Et la RTI devrait pouvoir y mettre en haute définition ce que réclame la communauté internationale. Il est donc important que la mise en œuvre de ces moyens au plan de la qualité de la production soit largement bénéfique à la Côte d'Ivoire et la télévision ivoirienne avec le ministre en charge de la tutelle sont décidés à offrir à la Côte d'Ivoire des jeux de qualité du point de vue de la retransmission. C'est l'occasion pour les Ivoiriens de se servir de ces jeux pour montrer l'affection et l'amour qu'ils ont pour leur pays. Un message bien reçu par le coordonnateur du RTDH qui a salué la promptitude du ministre à résoudre toutes les difficultés. Nous avons eu une très grande avancée, une satisfaction en tout cas avec monsieur le ministre après cette réunion d'aujourd'hui. Nous avons eu vraiment des soucis. Aujourd'hui, monsieur le ministre sur place en réunion a débloqué cette situation. C'est vraiment une grande satisfaction et sur le champ, nous lui avons dit vraiment merci. Merci parce que nous savons que des équipements vont venir, vont arriver et donc nous sommes prêts à couvrir tous les sites en matériel et en personnel. Le ministre Robert Begré-Mambé a demandé aux membres de la commission communication du CNJF de prendre dès lundi toutes les dispositions afin que tout le district d'Abidjan soit inondé de panneaux, de ballons et de bien d'autres gadgets à l'effigie des Jeux de la francophonie. Une stratégie pour permettre aux populations de s'approprier ces Jeux. Après les Jeux de la francophonie, parlons enseignement supérieur. Les examens scolaires de la formation professionnelle session 2017 ont été lancés aujourd'hui par la ministre Kandia Camara et le secrétaire d'État Touré Mamadou. Les épreuves écrites démarrent le 27 juin prochain pour s'achever le 29 juin 2017. Cette année, ils sont 16 073 candidats en lice. 80 spécialités sont concernées. Chris Diomandé, Grace Kondo. 200 acteurs et partenaires de l'enseignement technique et professionnel à la cérémonie de lancement officiel des examens scolaires session 2017. Une initiative de la direction des examens, des concours, de l'orientation et des bourses en vue de mobiliser tous les acteurs autour de l'organisation des examens scolaires. À partir de maintenant, le ministre met en mission l'ensemble des acteurs qui interviennent au cours des examens et cela va aller jusqu'au 16 juillet avec la clôture définitive après avoir traité les réclamations issues des résultats qui seront donnés à partir du 10 juillet 2017. La ministre Kandia Camara et le secrétaire d'État Touré Mamadou ont expliqué les enjeux de cet examen avant de lancer un appel aux parents. La période d'examen est une période d'évaluation de tous les acteurs, depuis le ministre jusqu'à l'élève. Je souhaite qu'à la fin de ces examens, les résultats que nous allons obtenir
Les enfants et leurs parents seront satisfaits parce qu'ils auront de bons résultats. Aux parents des candidats, je vous rappelle que l'encadrement de vos enfants est un devoir qui commence dès l'entame de l'année scolaire. Il ne sert à rien de chercher des voies de facilité pour eux. Faites-leur confiance. Les examens scolaires de fin d'année de l'enseignement technique et de la formation professionnelle rentrent dans leur phase active du 27 au 29 juin 2017 avec les épreuves écrites. Ce sont au total 16 073 candidats qui prendront part à ces examens. Ces candidats seront repartis dans 44 centres sur l'ensemble du territoire. En défense, tournée de sensibilisation du chef d'état-major général des armées dans les garnisons d'Abidjan, après les régions et les casernes de Boaké, d'Aloa et San Pedro. Le général Touré Sekou s'est entretenu avec ses hommes. Il a insisté sur la discipline et la cohésion. Abou Sanogo. Le général de division Touré Sekou, chef d'état-major général des armées dans la garnison d'Abidjan. De l'état-major de l'armée de terre à la première région militaire au Kangalieni en passant par l'armée de l'air, le général Touré Sekou a prôné le retour aux valeurs de discipline et de professionnalisme. Autre point abordé au cours des échanges, la cohésion et l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. Par ailleurs, le chef d'état-major général des armées a décrié tout comportement négatif dont ont fait preuve certains militaires à l'encontre de la déontologie. Toujours le même langage que nous tenons, un langage de rigueur, de fermeté à nos hommes, pour dire que la récréation est terminée, qu'il fallait que chacun se mette au travail maintenant et que nous n'allons plus tolérer les actes d'indiscipline et donc les inviter à faire preuve de discipline, de cohésion, d'ardeur au travail, d'abnégation et d'esprit de fraternité d'armes, ce qui sont des éléments de base pour toute armée. Donc il s'agit de revenir à ces fondamentaux-là. En ce qui concerne les conditions de vie et de travail, le général Touré Sekou s'est voulu rassurant en indiquant que tout est en train d'être mis en œuvre pour accompagner les militaires dans l'exercice de leur métier. Partout où il est passé, le chef d'état-major général des armées a exhorté l'ensemble des militaires à redoubler d'efforts dans le sens de la bonne marche de l'armée en mettant un accent particulier sur l'éthique militaire avant d'inviter tout un chacun à mettre un point d'honneur à la discipline qui fait la force principale de toutes les armées du monde. La pluie qui s'abat depuis quelques jours sur la Côte d'Ivoire fait des dégâts dans certaines localités. À Souindé et Assini, des maisons sont envahies par l'eau. Le village d'Aswakrou est inondé depuis des semaines et cela peut continuer si les pluies ne s'arrêtent pas. Gabriel Zani. À Souindé et Assini, le carrefour de l'inondation. Non loin de l'aérodrome d'Assini, l'eau s'invite dans les maisons du village d'Aswakrou. L'inondation a pris ses quartiers ici, avec la vague de pluie qui s'est abattue sur le littoral ces dernières semaines. Chaque année, on est dans les difficultés comme ça. On fait avec, on n'a nulle part à aller. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on est obligé de vivre dedans, les femmes, les enfants, jusqu'à ce que l'eau s'absorbe. Les pluies seront particulièrement abondantes cette année, selon les météorologues. Ce qui veut dire que l'inondation prendra de l'ampleur car les pluies ne font que commencer. Et l'on s'en inquiète. Il y a très longtemps, nos parents vivent ici. Alors chaque saison pluvieuse, vraiment on a des difficultés. On n'a personne pour venir en aide. Sinon on vit ici avec les gens de l'aérodrome, on leur explique nos problèmes, mais ils n'arrivent pas à résoudre. Les habitations du village d'Aswakrou ne sont pas les seules à être inondées. Les restaurants le sont aussi. Ce monsieur a une partie de sa buvette noyée. Il essaie de sauver ce qui reste de sa paillote et se refuse à tout commentaire. Un vrai désastre. Mais pas pour ses enfants qui trouvent le moyen d'en tirer un bon parti. Une piscine naturelle. Ils vont profiter de cette eau pendant 3 mois. Ailleurs au Niger, les pluies diluviennes font aussi des dégâts. Elles ont causé la mort de 9 personnes, essentiellement des enfants, à Niamey, la capitale. Ces enfants ont péri dans l'effondrement de plusieurs maisons provoquées par les inondations. Les familles sont inconsolables. Outre les pertes en vie humaine, on note aussi d'importants dégâts matériels. Des bâtiments ont été emportés par les eaux. La saison pluvieuse ne fait que commencer au Niger. Le gouvernement s'attelle à prendre des mesures préventives pour éviter d'autres drames.
Ce 16 juin est dédié aux enfants africains, occasion pour les États africains de sensibiliser les populations pour le bien-être des enfants sur le continent. Mais quelle est l'histoire de cette journée instaurée par l'Union africaine? Quel est l'objectif de la journée de l'enfant africain? Des éléments de réponse avec Astou Touri. Soweto, Afrique du Sud, 16 juin 1976. Des enfants sont massacrés lors d'une marche pour leurs droits au temps de l'apartheid. En souvenir de ce carnage, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, aujourd'hui Union africaine, a instauré en juillet 1990 la journée de l'enfant africain. Au-delà de cette commémoration, il s'agit pour les États africains, préoccupés par le bien-être des enfants et de leur devenir, de marquer un temps d'arrêt pour faire le point de la situation de violation des droits de l'enfant et prendre des mesures appropriées afin d'assurer davantage leur mieux-être. Fidèle à ses engagements internationaux, la Côte d'Ivoire, en tant que membre de l'Union africaine et en application des dispositions de la résolution, s'associe aux autres États pour célébrer la journée. Objectif, mobiliser la communauté nationale autour de la problématique de la protection, du respect, de la promotion et de la réalisation des droits des enfants. Il s'agit spécifiquement de vulgariser les instruments nationaux et internationaux de protection de l'enfant et promouvoir une meilleure compréhension des implications pratiques des différentes obligations qu'ils comportent. Également susciter l'engagement des administrations publiques et privées ainsi que des partenaires à mener des actions synergiques garantissant la réalisation des droits des enfants. Les enfants en difficulté, une frange de la population à protéger. À la faveur de la journée de l'enfant africain, une organisation œuvrant dans la nutrition infantile a fait des dons aux enfants de la pouponnière de Yopougon-Atié. Des enfants, certains des orphelins et abandonnés, qui en plus des vivres reçus, auront leur cuisine entièrement réhabilitée. Franck Quadio. Une alimentation équilibrée et un repas confectionné dans de meilleures conditions, tout part de la cuisson en cuisine et celle de la pouponnière de Yopougon-Atié sera bientôt réhabilitée. Avant la matérialisation de cette action, des vivres et produits alimentaires pour les 73 pensionnaires. Cette double initiative est de cette organisation exerçant dans l'agroalimentaire qui, à la faveur de la journée de l'enfant africain, s'inscrit dans une dynamique de volontariat. Nous allons insister sur le bien-être et l'hygiène. Nous allons donc, au travers d'activités ludiques, comme vous pouvez le voir, montrer aux enfants des actes tout simples d'hygiène. Comment est-ce qu'on se brosse les dents, on se lave les mains. Autant de petits moments importants que nous souhaitons partager avec les enfants. Des enfants heureux, oubliant leur statut d'enfant en difficulté, pris en charge ici, à la pouponnière, structure étatique. Cette initiative est vraiment à louer parce que ça va permettre aux mamans poupons de travailler dans un environnement plus gai et plus sain. Un don bien accueilli donc, de l'énergie en plus pour les enfants de la pouponnière de Yopougon-Atié qui fêtera bientôt ses 40 ans d'existence. Au chapitre santé, intéressons-nous aux 15e journées de pédiatrie qui se tiennent depuis hier à Grand-Bassam autour du thème « La santé de l'enfant et ses composantes environnementales ». Les acteurs de la santé planchent sur les préoccupations liées à la prise en charge efficace de l'enfant. Grâce Kando. L'environnement est un facteur déterminant pour la santé de l'enfant. Plus d'un quart des décès d'enfants de moins de 5 ans est lié à la pollution de l'environnement selon l'Organisation mondiale de la santé. Une donne que veulent changer les acteurs de la santé de l'enfant. Les 15e journées ivoiriennes de pédiatrie qui se tiennent à Grand-Bassam autour du thème « La santé de l'enfant et ses composantes environnementales » seront l'occasion de mener des réflexions sur la prise en charge efficace de ces êtres fragiles. L'enfant vit dans un environnement. Il naît avec un capital biologique qui vient de ses parents. Mais l'environnement influence positivement ou négativement sa santé. Nous ferons surtout des recommandations aux politiques. Soyons à l'écoute des chercheurs par rapport aux innovations qui devraient nous permettre de réduire de manière drastique
la mortalité infantile. Il est mis en place toute une approche d'amélioration de la qualité de la prise en charge des enfants à travers des algorithmes qui partent de l'expérience des uns et des autres et qui prennent en compte la réalité éco-épidémiologique de la région. La rencontre, qui dure 2 jours, rassemble à plus de 400 participants venant d'une vingtaine de pays. Pour une meilleure prise en charge médico-sociale de l'enfant, plusieurs communications et conférences portant notamment sur les infections néonatales, la sécurité et la santé de l'enfant vont marquer ces journées. En politique, le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, Amadou Soumaoro, à la tête d'une délégation du parti, est allé à la rencontre des militants de Boaké. Des militants qu'il a appelés à la mobilisation autour des actions du parti. Kader Sogodougou. Siège local du Rassemblement des Républicains, RDR Boaké. Mobilisation des grands jours pour recevoir une mission de ce parti conduite par son secrétaire général par intérim, Amadou Soumaoro. Le RDR vient ainsi à la rencontre des militants de Boaké après le nombreux remous que cette ville a connus. Toutes choses qui ne doivent en aucun cas éteindre la flamme militante. Restons rassemblés autour de notre parti, autour de nos idéaux. Bientôt, nous allons tenir notre prochain congrès. Je l'ai demandé au président du comité d'organisation. Je lui ai fixé un objectif. Il nous faut au moins 100 000 militants pour notre congrès. Une visite appréciée par les cadres et les militants du RDR qui restent debout et solidaires du parti. Les fils et les filles du RDR ont décidé de se mettre ensemble pour l'intérêt supérieur du parti, de se mettre ensemble pour que bientôt nous allions à un congrès très fort. Après Boaké, le secrétaire général par intérim du RDR et sa délégation mettront le cap sur Korogo avec le même objectif, un RDR soudé et résolument tourné vers la quête du mieux-être des Ivoiriens. Le ministre Amédée Kouakou, fils de la région du Lodibois, a échangé récemment avec les femmes de sa région. Au centre des échanges, la politique de développement de leur région et le rôle de ces femmes dans le renforcement de la cohésion sociale. Des femmes engagées dans la culture de la paix pour le développement de la ville de Divo et aussi de la région du Lodibois. Mamadou Kouassi. Au quotidien, elles sont sur les marchés, dans les centres de santé ou même dans les champs, en train de travailler pour le bien-être de la population, mais surtout de leurs familles. Ces femmes contribuent également au développement de leur localité, la ville de Divo, capitale de la région du Lodibois. En plus de leur contribution au développement de la région du Lodibois, ces femmes se sont investies également dans la politique de réconciliation et de renforcement de la cohésion sociale prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. S'il n'y a pas l'union entre nous, je crois que rien ne pourra marcher pour la réconciliation. Il faut s'entendre entre frères et sœurs, quel que soit le parti politique de tout un chacun, il faut qu'on soit ensemble pour faire avancer la réconciliation. En tant qu'infirmière, déjà, le fait de prendre en charge les malades qui viennent à moi, c'est une manière pour moi de participer à la cohésion et au développement de ma région. Les efforts de ces femmes sont reconnus et célébrés par les autorités municipales. Le maire de Divo, Dr Amédée Kouakou, salue cette bravoure féminine. Le maire de Divo invite les femmes à contribuer au maintien du climat de paix qui règne dans la région. Il a également profité pour réaffirmer son soutien aux initiatives féminines pour l'autonomisation de la femme du Lodibois. On ne peut pas faire le développement tant qu'il n'y a pas la paix. C'est pour ça que chaque fois que je suis devant vous, vous êtes nos mamans, vous êtes là avec les chefs, les guides religieux, nous devons continuer. Nous devons continuer tous les jours à célébrer ou bien à cultiver l'amour et l'union entre nous. Je voudrais que vous soyez donc nos interprètes auprès de tous nos enfants, auprès de nos familles, pour qu'on prie pour que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix. Déjà, ce sont plus de 10 millions de francs CFA qui ont été mis à la disposition des femmes et des jeunes, montant que le conseil municipal entend augmenter pour l'année prochaine.
Pour terminer, l'Allemagne est en deuil. L'ancien chancelier Helmut Kohl est décédé ce 16 juin 2017 à l'âge de 87 ans. Ce chrétien démocrate a amené son pays à la réunification en 1990. Ensemble avec le président français François Mitterrand, ils ont jeté les bases de l'euro et de l'Union européenne. Ce n'est qu'après sa retraite politique que l'ancien chef de la CDU est tombé en disgrâce suite à l'affaire des caisses noires qui impliquait son parti dans une affaire de corruption. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain.